le mariage n'est plus ce qu'il était. C'est peut-être là tout le problème. Cette institution historique semble questionnée de toutes parts. Faut-il y voir la fin d'un mythe ou simplement l'évolution d'un engagement qui cherche un nouveau sens? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale Saint-Valentin consacrée au mariage. À l'occasion de la Journée mondiale du mariage, célébrée le 8 février dernier, nous avons voulu comprendre comment cette institution s'adapte aux réalités contemporaines. Nous avons interrogé des couples, des conseillers conjugaux, des autorités religieuses afin de cerner les nouvelles attentes et les nouvelles tensions autour du mariage. Regardez. Le mariage est une institution universelle, présente sous des formes diverses dans toutes les cultures du monde. Longtemps pilier de l'organisation sociale, il a symbolisé bien plus qu'un engagement amoureux, une alliance entre familles, une stabilité sociale et une continuité des valeurs. Afin de célébrer cette institution et les principes qu'elle incarne, la Journée mondiale du mariage a été instituée en 1981 par le mouvement Worldwide Marriage Encounter, une organisation chrétienne engagée dans la promotion du dialogue, de la communication et de la croissance spirituelle au sein du couple. Célébrée chaque deuxième dimanche de février dans de nombreux pays, cette journée rend hommage aux époux et met en lumière la fidélité, le sacrifice et la joie que représente l'union conjugale. Qu'il soit civil, coutumier ou religieux, le mariage reposait autrefois sur une logique collective. Rester marié malgré les crises relevait de la norme. La famille, la société et les institutions religieuses soutenaient l'union, parfois au prix du silence et du renoncement personnel. Avant, l'homme n'avait pas le droit de chercher lui-même sa femme. C'est sa famille qui s'en occupait. Il n'était pas question de séparation, même s'il arrivait que la femme avait un comportement qui agaçait l'homme. De nos jours, rien n'est à sa place. Le mariage traditionnel d'aujourd'hui n'est plus comme le mariage traditionnel d'avant. Au temps de nos ancêtres, lorsque vous avez demandé la main d'une femme avec les coqs et tout ce qui va avec, et que les ancêtres acceptent, après avoir égorgé les coqs, la femme ne peut en aucun cas quitter son foyer. Aujourd'hui, le mariage s'est profondément transformé. Il s'est déplacé du collectif vers l'intime. On n'attend plus seulement de son conjoint qu'il partage une vie, mais qu'il réponde à des besoins affectifs, existentiels, voire identitaires. Ces attentes accrues rendent le lien conjugal plus exigeant et paradoxalement plus fragile. Avec toutes les mutations sociales que l'on connaît, le mariage n'est plus perçu comme un engagement définitif, mais plutôt comme un projet réversible, centré sur l'épanouissement personnel et sur le sentiment. Dès lors, une question s'impose. Que signifie se marier au XXIe siècle? Le mariage que nous avions avant, l'homme avait plus de pouvoir que la femme. L'homme dominait sur tous les plans. Nous avons une femme qui est dans l'ombre, qui ne s'affiche pas et qui n'a pas, qui jouit pas de beaucoup de droits. Pourtant, aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, les forces sont équilibrées. On peut avoir une femme qui dit non à l'homme, tout à fait normal. Donc voilà la différence entre ces deux mariages-là. Donc c'est pas du tout la même chose. De nos jours, au XXIe siècle, c'est un peu compliqué. Je vois ma copine de l'autre côté du bout de la maison, l'autre aussi du bout du village. On se retrouve. La communauté n'a pas eu le temps vraiment de mieux s'imprégner, de mieux se connaître. Et comme vous savez que nos coutumes ne sont pas les mêmes, mais on se met en tête, le mariage n'a pas de frontières. Alors que non, quand on dit que le mariage n'a pas de frontières, il faut se dire aussi que pourquoi les pays ont des frontières, pourquoi les villes ont des frontières, pourquoi les villages ont des frontières, ça veut dire qu'on devait respecter ce cadre. Mais malheureusement, ce n'est pas respecté. Et ce qui fait que quand ils se retrouvent, ils n'ont pas eu le temps vraiment de se connaître. C'est des semblants de se connaître. Pif, on part.
Arrivé, on se rencontre au XXIe siècle, tu ne fais pas mon affaire parce que tout simplement l'autre a une éducation qui n'est pas de la même chose que l'autre et ils ne veulent pas concilier les deux éducations. Le mariage, c'est pour toute la vie, pour le meilleur et le pire. Ce vœu prononcé lors des cérémonies nuptiales résonne comme une promesse solennelle. Il engage les époux à partager non seulement les instants de bonheur, mais aussi les épreuves inévitables de la vie. Pourtant, derrière cette déclaration se cache une réalité souvent passée sous silence, celle des crises qui mettent à l'épreuve même les unions les plus solides. La promesse pour le meilleur et pour le pire signifie que les époux sont prêts à rester ensemble dans les joies, dans les réussites, mais aussi dans les peines, dans les épreuves. Donc, ce pire-là, c'est tout cela, les maladies qui peuvent venir, et ensuite les échecs professionnels, et les problèmes sociaux, les difficultés économiques, et les difficultés de tout genre, les épreuves qui sont à même de mettre en danger la vie commune. Maladies, difficultés financières, tensions prolongées, infidélité, autant de situations qui testent la résilience des couples et leur capacité à affronter ensemble l'adversité. Ce qui, sérieusement, m'a marqué une fois, on était en déplacement dans une ville où il m'a demandé la permission de dire un coucou ou bien de saluer quelqu'un qu'il a eu à connaître dans le passé. Ça veut dire son ex, par exemple. Ils ont eu à passer du temps ensemble. Et il m'a demandé la permission. Elle se trouve dans la même ville que nous sommes. Est-ce que je peux? J'ai dit non. J'ai dit non. Mais lui ne voyait pas mon non. Lui se disait non, il n'y a plus rien. Pourquoi tu dis non? Donc, c'est un exemple palpable. On n'est pas d'accord. Bon, en tant que femme, digne femme que je suis, je ne peux pas être d'accord. Malgré les épreuves, certains parviennent à préserver leur engagement grâce à la force de l'amour, du dialogue et la volonté de reconstruire. Toutefois, parmi les difficultés susceptibles d'ébranler une relation, l'infidélité demeure l'une des plus dévastatrices. Selon le conseiller conjugal, elle figure parmi les épreuves les plus difficiles à surmonter pour un couple. L'infidélité même, c'est le pire. Pourquoi je dis que c'est le pire? Vous savez que si vous êtes une femme ou un homme et que vous partez devant l'officier d'état civil pour aller donc vous engager, si vous savez que l'homme avec qui je suis en train de m'engager, dès demain il va commencer à être infidèle, vous n'allez pas dire oui devant l'officier d'état civil. Vous avez dit oui devant l'officier d'état civil en âme et conscience que vous allez faire votre vie avec cette personne uniquement qu'avec cette personne et qu'en retour également vous allez recevoir la même facture. Donc si il y a déjà cette tendance à partager sa vie avec une autre personne, ça veut dire qu'on ne retrouve plus les mêmes valeurs d'attente sur la même personne. Voilà pourquoi on a tendance donc à aller vers d'autres personnes. Donc c'est le pire qui commence là, parce que l'infidélité engendre beaucoup de choses également. L'infidélité s'impose donc à la fois comme un symptôme et un facteur déclencheur des crises conjugales au point de conduire dans de nombreux cas au divorce. Bien que douloureux, l'adultère n'est pas toujours synonyme de rupture définitive. Tolérer, bon, vous savez, ça c'est un peu compliqué. Mais vous choisissez la bonne option pour se dire que l'homme n'est jamais parfait. Moi-même, en tant qu'homme, je peux tomber dans l'erreur. Voilà, c'est pas parce que la femme a été infidèle et que je suis là, en tout cas, à vouloir lui verser le feu sur sa tête. Ça peut m'arriver. Mais c'est toujours mieux, quand ça arrive, on gère ça. Voilà, les conseillers sont là, quelque part, c'est un plan moderne. Et puis ceux aussi qui nous ont poussé à ça, on le gère. Et puis, je pense que quand c'est fait comme ça dans la communauté, bon, non seulement vous avez honte devant vos parents, ou quoi, et toi-même, un jour, là, tu sais même, tu ne vas pas recommencer. Quand vous devrez vous marier, d'abord, il faudrait d'abord être sûr de soi-même, déjà. Et sûr de soi-même, ça veut dire quoi? Quand vous vous mariez, il faut penser que l'autre est comme vous aussi. Voilà, si vous pensez que c'est l'autre qui est mauvais, vous pouvez être mauvais aussi. Donc je pense que la meilleure façon, c'est d'être convaincu de ce qu'on fait. Et quel que soit, il faut discuter entre femmes et hommes
Surtout si vous avez des enfants, on ne peut pas passer tout le temps à se samailler devant les enfants. Parce qu'il y a quoi? Non, ce n'est pas nécessaire. Voilà, je pense que tout ça, ça dépend. Il faut discuter. Il faut discuter, quel que soit X. Ce qui est important, c'est plus la famille. Les enfants que vous avez, la confiance que vous avez l'un de l'autre, c'est ça qui est plus important pour moi. Pour d'autres, en revanche, elle marque une ligne de fracture irréversible, le signal que l'union ne peut plus tenir. Si elle ne la supporte pas, moi encore plus. Parce que, au grand jamais, l'infidélité d'une femme ne saurait se comparer à l'infidélité d'un homme. C'est vrai que les femmes, quand on dit ça, ça crée la polémique. La femme reçoit. L'homme donne. Ce que tu es allé recevoir dehors là, tu vas l'amener à la maison. S'il y a un fruit, moi je pense que de l'autre côté là, c'est plus facilement acceptable que dans le premier côté. Contrairement aux couples Zorom, certaines personnes font preuve d'une indulgence pour le moins surprenante à l'égard de l'infidélité. Vous les femmes là, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas pouvoir comprendre. Vous ne savez pas quand on voit une femme là, hein? Surtout, et comme on les aime, vous ne savez pas ce qui se passe dans notre corps. Voilà, pour pouvoir dire quelque chose, il faudrait que vous rentrez dans la peau d'un homme, ne serait-ce que un jour ou bon, quelque temps en tout cas, assez considérable. Voilà. Mais maintenant, quand on a ces choses, quand on est en face d'une femme qui n'est pas notre conjointe, il y a des choses qui se passent. Mais ça ne veut pas forcément dire que quand tu vas peut-être draguer la personne en ce moment, que ça ne voudrait pas dire que tu as des sentiments pour la personne. Voilà, ça peut arriver que, bon, souvent c'est juste pour fricoter avec elle quelque temps et puis fuir, mais souvent tu peux tomber amoureux de la personne. Voilà. Garçon, en tout cas, là, pour qu'on soit fidèle, c'est compliqué. Voilà. Ce qui compte dans cette crise d'infidélité, c'est ce qu'elle révèle. Un manque de communication, de confiance ou de respect. Sur le plan juridique, le Code des personnes et de la famille autorise le divorce pour cause d'infidélité. Il faut dire que parmi les causes de divorce, il y a ce qu'on appelle la violation des obligations du mariage. Et parmi les obligations du mariage, il y a la fidélité. Donc vous comprenez aisément avec moi que l'infidélité également est une cause de divorce. Parce que c'est une violation des obligations du mariage. Les religions, elles, adoptent une position plus nuancée. Il faut d'abord reconnaître que l'adultère est une faute grave qui blesse profondément le lien conjugal. L'Église, justement, reconnaît qu'il peut justifier la séparation des époux. Mais l'Église ne reconnaît pas le divorce au sens de dissolution d'un mariage. Voilà, le divorce tel que vous le comprenez au niveau civil, l'Église ne le reconnaît pas parce que un mariage sacramentel conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine. Seule la mort met fin au mariage. Il y a des moments où l'Église admet que ce qui, aux yeux des gens, semblait mariage ne l'est pas en réalité, à cause de certains empêchements ou à cause d'un vice de consentement. Il y en a beaucoup. Donc, ce sont ces chefs de nullité-là qui permettent à l'Église de déclarer qu'un mariage est nul parce qu'il n'a jamais été question de mariage dès le début. La Bible ne reconnaît pas le divorce, tout comme l'islam et la tradition, bien que des exceptions existent dans certaines interprétations. Dans la tradition, le divorce ne se prononce pas au hasard. Lorsque la tradition autorise le divorce, c'est qu'il y a eu un interdit qui a été commis. Si la femme souhaite divorcer de son homme,
pour se remarier à un autre, ce dernier devrait rembourser l'intégralité de la dot versée par l'époux. Sans quoi, la famille de la dame ne devrait plus consommer quoi que ce soit venant d'elle au risque de mourir. C'est la raison pour laquelle le divorce n'est pas permis dans la tradition. Le divorce, ce sont les trucs de blanc. L'islam n'a pas consolé. Il était un mois, il y a un fourrant. L'islam n'autorise pas le divorce. Mais s'il arrivait par exemple que l'homme n'a plus la capacité de satisfaire sexuellement sa femme, il peut accorder le divorce à cette dernière pour lui permettre de refaire sa vie avec un autre homme capable de la satisfaire sexuellement. Si le problème se situe au niveau de la femme, son mari peut, avec l'autorisation de cette dernière, épouser une seconde femme tout en continuant à subvenir aux besoins de la première épouse par générosité et par la crainte de Dieu. Quelles sont les raisons qui poussent les individus à trahir la confiance de leur partenaire? Il y a justement cette vision réductionniste et individualiste. Il y a également la préparation insuffisante. La plupart de ceux qui viennent au mariage, ils n'ont pas eu une préparation lointaine et même prochaine. C'est juste à la dernière minute qu'ils viennent. Alors, ce n'est pas à ce moment qu'on va leur dire « vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre ». Non. Il faut qu'ils soient formés d'abord avant pour comprendre la réalité du mariage, les obligations essentielles du mariage et les propriétés essentielles du mariage et savoir s'ils peuvent vraiment les assumer tout au long de leur vie. Voilà. Parce que le mariage, là, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je disais tantôt, dès le début, que le mariage est une vocation. Ce n'est pas parce que tu n'es pas prête, tu n'es pas religieux ou religieuse, que tu dois te marier. Non. Mais il y a aussi les autres pressions. Il y a la pression économique, il y a les migrations professionnelles, il y a le stress, il y a l'influence des médias et les modèles même de la vie. Ces modèles de vie instables. Les couples qui réussissent à naviguer à travers cette tempête partagent souvent des stratégies communes. La réévaluation de leurs priorités, la mise en place de dialogues ouverts et la recherche de soutien extérieur, spirituel, psychologique ou communautaire. Nous devons travailler à soigner cette blessure en demandant pardon et en accordant le pardon, en se faisant accompagner par les prêtres, par les conseillers conjugaux, par les témoins, par toute personne quand même qui est d'une certaine notoriété, par toute personne ayant une expérience en matière de vie de couple, parce que c'est parce qu'on ne comprend pas souvent la réalité du mariage qu'on pense que à la moindre épreuve, il faut baisser les bras. Le premier conseil que je donnerai à un couple ou au couple, c'est de mettre au devant le dialogue. Le dialogue, c'est le socle de tout couple qui souhaite aller de l'avant. Le deuxième aspect qu'il faut noter, c'est que c'est un conseil très précieux. Il faut que dans les couples, les deux arrivent à travailler. Il faut que les deux arrivent à travailler. Empêcher l'autre de travailler est généralement cause de tous les problèmes. Également, il faut qu'on n'ait pas un super dans le couple. Quand je dis super, c'est ma version ou ce que je dis là, c'est ça ou rien. Si tu ne veux pas, il faut partir. Voilà. Il n'y a pas deux chefs de famille. Non. Et il faut préserver toujours l'intérêt supérieur de la famille. Toutes ces réflexions mettent en lumière une vérité fondamentale sur le mariage. C'est un voyage parsemé de défis, mais aussi d'opportunités et de renforcement. Les crises, qu'elles soient causées par l'infidélité, la maladie ou d'autres bouleversements, peuvent sembler insurmontables, mais elles révèlent également la profondeur ou la fragilité du lien conjugal. Le mariage n'est pas seulement une promesse faite devant des témoins. C'est un engagement quotidien à se soutenir, à évoluer ensemble et à bâtir un amour capable d'affronter les tempêtes de la vie, y compris l'infidélité dont les conséquences peuvent être source de plusieurs maladies,
comme le cancer du col de l'utérus. Un reportage riche, nuancé et profondément humain. Natacha Bama est avec nous sur ce plateau pour en parler davantage. Alors, bonsoir Madame Natacha. Bonsoir Fatimata Sami. Bienvenue sur notre plateau d'émission. Merci de nous recevoir. Et Natacha Bama, qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur l'évolution de la perception du mariage? Ce qui m'a le plus frappé, Fatimata, c'est le contraste existant entre l'idéal qu'on a du mariage et les réalités vécues au quotidien par de nombreux couples. D'un côté, il y a un imaginaire qui est encore très fort, c'est-à-dire la robe de mariage, les engagements pour la vie et les promesses d'éternité. Et de l'autre côté, nous avons les statistiques de divorce qui sont en hausse. Il y a également, comment dirais-je, la jeunesse, la jeune génération qui n'est plus prête à se marier. Enfin, c'est tout ça. Je me suis posé la question, mais bon, le mariage, est-ce toujours un idéal ou bien c'est un choix? A-t-elle toujours son sens? Voilà. Oui, c'est un choix parmi tant d'autres. C'est vraiment ce qui m'a poussé, voilà, à réaliser ce reportage. Quand on regarde dans le rétroviseur, comment le mariage est-il majoritairement perçu en termes de choix, obligations ou en évidence sociale? Pendant les décennies, le mariage relevait moins du choix personnel que de l'évidence sociale. Ça veut dire avant, le mariage reposait plus sur les normes sociales. On se mariait plus pour fuir le regard de la société. On se mariait parce qu'il fallait se marier. Voilà, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Le mariage, c'est une conviction personnelle. Dans certaines sociétés, même ne pas se marier, c'était considéré comme une anomalie. Donc, il fallait automatiquement se marier. Et de nos jours, ce n'est plus le cas. Ça n'a plus sa place Voilà, comme mariage, avant. voilà. Alors, comment les attentes envers le mariage ont-elles changé chez les couples? Comme je le disais aujourd'hui, le mariage n'est plus une question sociale. Voilà, on ne se marie plus parce qu'il faut se marier, parce que la famille le demandait, parce que la société le demandait. Maintenant, on se marie plus par Un choix. Voilà, par Libre conviction choix. personnelle. Mm. Voilà, on se marie parce qu'on aime tant, on se marie parce qu'on voudrait une certaine sécurité. Sécurité surtout dans le cadre professionnel. Non, pas forcément ça. Sécurité, le partenaire est là, il nous soutient. Voilà, sur le plan professionnel aussi, on a la même vision. C'est un peu tout ça, quoi. Le mariage, dit-on, c'est pour le meilleur et pour le pire. Qu'entendons par pire? Le pire, selon les propos recueillis, le pire, ce n'est pas que les maladies, les crises financières. Le pire, ça va au-delà de ça. Le pire, c'est l'usure du quotidien, les silences prolongés, les frustrations non exprimées, les violences, que ce soit physiques, morales ou psychiques. Il y a tout ça là-dedans. Il y a une liste, c'est une liste non exhaustive, quoi. On ne peut pas tout citer, il y a tellement de pire. Natacha Bama, tu l'as dit, c'est une liste non limitative de sources de conflits dans le mariage. Dans ton enquête, quelle forme de souffrance ou de pire réalité du mariage ressort le plus? Lors du reportage, selon les propos recueillis, là, il y a plusieurs sortes de pires, comme je le disais, mais les trois plus grandes formes de pires, il y a la communication, le manque de communication. Le manque de communication. Voilà, c'est ce qui tue le couple. On ne communique pas assez pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'autre a, ça tue le couple. Et la deuxième forme de pire, ce sont les crises financières. Les dettes, les prêts contractés, peut-être sans l'aval de l'autre conjoint, il y a ça. Et la troisième forme de pire, c'est l'infidélité. Par rapport à la communication, est-ce qu'on pourrait pas dire manque de vraie communication? Puisque à un certain moment, d'autres communiquent, des couples communiquent, mais est-ce que il s'agit d'une vraie communication? Est-ce que c'est du vrai qui se dit? C'est ça, en fait, le problème. Parce que je peux communiquer avec mon partenaire, mais est-ce pourtant que je dis vrai dans ma communication? Et pourtant, dans cette forme de communication dont on parle là, il faut une communication sincère. Parce que ce sont deux caractères qui se sont rencontrés.
Quand vous n'êtes pas sincère l'un envers l'autre, c'est difficile que le couple aille de l'avant. C'est difficile de surmonter certaines difficultés. Donc, je me dis qu'il faut être honnête vraiment. L'honnêteté dans le couple, il n'y a rien à dire. Et quel témoignage t'a le plus marqué dans ton reportage? Il y en a eu tellement. Mais ce qui m'a le plus marqué, Fatimata, c'est le discours de l'homme marié qui semblait légaliser au fait l'infidélité en se basant sur la morphologie de l'homme. C'est vrai, l'homme n'a pas la même morphologie que la femme. C'est peut-être difficile pour l'homme de se retenir. Voilà, de se retenir sexuellement face à une femme. Mais bon, la fidélité, ce n'est pas l'absence de tentation. Là, j'ai été claire, ce n'est pas l'absence de tentation, mais la fidélité, c'est la capacité donc de résister. De se retenir. Voilà, de se retenir. Pas forcément par amour, parce que à un certain moment, c'est plus l'amour qui fait le couple, mais juste par respect pour le partenaire. Quand tu respectes ton partenaire, même quand tu es tenté, par respect pour ton partenaire, le respect, la considération. Voilà, tu dois te contenir. C'est au fait ça qui m'a marqué. Il semblait légaliser au fait cette infidélité-là. Il semblait justifier cette infidélité comme si c'était pas un choix. Je suis désolée, l'infidélité c'est un choix. C'est un choix. L'infidélité c'est un choix selon vous, votre propre avis. Mais selon d'autres avis, l'infidélité n'est pas un choix. Ce n'est pas que mon avis personnel. Ce sont des propos recueillis. C'est une réalité. C'est une réalité. Sachant bien que d'autres ne vont pas aller à ne vont pas suivre votre conception, puisque ce dernier-là n'a pratiquement pas adhéré à votre avis. Effectivement, Fatima, c'est ça, je le dis, il semble légaliser l'infidélité. Oui. S'il me disait, l'infidélité, au fait, il fuit le fait que l'infidélité est un choix. Chez lui, l'infidélité, c'est dû à la morphologie de l'homme. Je suis désolée, l'être humain est Dieu de conscience, de raison. Il a la capacité de faire certains choix. Il a la capacité de résister. Je le disais, et la fidélité, ce n'est pas action de tentation. Il y a les tentations qui sont là, mais par respect. Si tu respectes vraiment l'être. Par respect, voilà, par considération. Voilà, tu peux te retenir, voilà. Et puis, aussi, tu sais que tu ne peux pas te retenir. Tu demandes la permission. Et la polygamie qui est là. Moi, la polygamie, excuse-moi d'ouvrir cette parenthèse. La polygamie, moi, je n'indexe pas la polygamie. Je dis pas, c'est pas que je dis pas que je suis pour, je suis contre. Bon, je respecte la vie de ceux qui sont polygames. Bon, si tu ne peux pas te retenir, bon, libre à toi d'être polygame. Parce que comme le disait un monsieur lors du reportage, il me dit que ceux qui sont polygames, entre guillemets, c'est une forme d'infidélité. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être fidèles. Donc, mais ça, c'est déjà honnête. Voilà, c'est honnête, quoi. En fait, ça, c'est l'honnêteté. Tu ne peux pas, tu demandes la permission. Tu prends une deuxième, troisième femme. Après ce reportage, diras-tu que le mariage est en crise ou en mutation? Je dirais plutôt que le mariage est en mutation. Parce que quand on parle de crise, c'est l'effondrement. Il n'y a pas d'effondrement du mariage. C'est juste le caractère obligatoire du mariage qui a changé. Voilà, maintenant on se marie plus pour faire plaisir à la famille, à la société. On se marie plus par conviction personnelle. Voilà, je dirais plutôt que le mariage est en mutation. Et à revoir encore. Voilà. Et c'est même pas sûr, même que dans 10 ans, 20 ans, on aura les mêmes perceptions sur le mariage, parce que ça évolue. Oui. Ça évolue. Donc, mais une chose est sûre, cette institution millénaire-là ne va pas se perdre. Elle va perdurer jusqu'à Oula. Oui. Et ta chute en dit long. Dis-nous en plus. Quand j'évoque le cancer du col de l'utérus, il est essentiel d'être précis. Ce cancer, donc, est principalement causé par le papilloma humain virus, le HPV, qui est une infection sexuellement transmissible. Alors, il faut que on soit plus précis. Dans le contexte. Voilà. Je ne dis pas que l'infidélité cause automatiquement le cancer du col de l'utérus. Il faut qu'on soit clair. Je ne le dis pas. Mais, lorsqu'il y a infidélité sans protection, je veux dire par là, lorsque le partenaire qui commet l'adultère ne se protège pas, il est susceptible d'emmener le virus dans le couple. Et lui-même, il peut ne pas s'en rendre compte parce que le virus, lorsqu'il rentre dans l'organisme, tu ne fais pas la maladie. Il peut vivre dans l'organisme pendant plus de 10 ans avant de se manifester. Dans certains cas même, l'organisme arrive à éliminer
le virus là. Et ça ne cause pas, c'est pas forcément, ça ne conduit pas systématiquement au cancer. Voilà. Et puis, l'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la fidélité n'est plus uniquement qu'une question, une question de devoir moral ou affectif. C'est plus que ça. Ce n'est pas qu'une question morale ou une question donc de sentiment. C'est plus que ça. C'est également une question de santé publique. Voilà, c'est une question de santé publique et franchement, cette maladie existe. Il faut donc se faire dépister régulièrement. Il y a le vaccin aussi pour les adolescents. Ce sont là donc les deux méthodes pour prévenir ce cancer-là. Et enfin, pourquoi est-ce que j'ai chuté sur le cancer de l'utérus? C'est parce que notre prochain sujet de reportage porte sur le cancer du col de l'utérus. Et ce reportage, il me reste jusqu'à finaliser ce reportage. Et très bientôt, Inch'Allah, nous reviendrons sur ce beau plateau pour en parler. D'accord. Merci bien, Madame Natacha Bama. C'est moi qui vous remercie. Et pour couronner de tout, nous souhaitons joyeux Saint-Valentin. Merci beaucoup. Je n'ai pas apporté une fleur, mais elle est en route. Le livret va vous l'envoyer. Il n'y a pas de souci. D'accord. Bonne fête de Saint-Valentin. Merci bien. Chers abonnés de Zobre Web TV, la perception du mariage évolue avec le temps, les cultures et les expériences personnelles. Le mariage n'a pas une seule définition universelle. Il prend le sens que chacun choisit de lui donner. L'essentiel demeure le respect des choix individuels, la communication et la valeur partagée au sein du couple. À très bientôt pour un autre sujet. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.